Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 2 janvier 2025. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année, hein, plein de bonnes choses. Remercier aussi tous les abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et les membres aussi de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Plein de bonnes choses, évidemment la santé, ça j'y peux pas grand chose, mais pour le reste et notamment l'argent et les plus-values, on va essayer de faire au mieux, et mieux que l'année dernière. Et toujours avec un regard sur l'économie, avec la macro, pour voir l'évolution des des différents blocs et des différentes économies mondiales qui influent évidemment sur les actions. Et puis toujours le côté technique avec une analyse technique des matières premières, des actions, également des cryptos. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec le disclaimer. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer on va regarder un peu les matières premières, le Bitcoin aussi, et puis pas mal d'actions. Ça a pas mal bougé aujourd'hui quand même. On a l'impression que c'était un peu la reprise qu'on espérait le 6 janvier, dès le 2, dès le début 2025, ça commence déjà à reprendre fortement sur pas mal de valeurs. Donc il y aura peut-être pas à attendre la semaine prochaine pour se replacer au niveau du Brent, donc le pétrole. On l'avait dit, la petite congestion qui était en train de se former, et on est sorti notamment de très peu, le 31 décembre, et on a la confirmation aujourd'hui. Donc moi c'était mon scénario, on a toujours un pétrole relativement cher et on n'irait pas casser les 70 à la baisse, donc on revient ici sur les 76. Alors on va pas non plus aller sur les 90, parce que la demande, à moins qu'on ait la Chine qui reparte très fort, mais pour l'instant statu quo toujours, autour de cette médiane, autour des 76 dollars le Brent. Donc une demande qui est toujours pas excessive, mais qui est pas en chute libre non plus. Donc c'est plutôt bien d'avoir ça. On rappelle que l'OPEP n'a pas augmenté sa production, donc la demande, même si elle est l'offre de pétrole, même si elle est toujours supérieure à la demande, ce qui implique une petite baisse moyen terme, on a quand même des demandes de la plupart qui sont soutenues et qui ne craquent pas. Donc on est plutôt dans l'attente d'une reprise. Alors on ira peut-être retrouver encore les 70 le courant de l'année, mais pour moi, on est plutôt dans une période où on aura 2025 un pétrole toujours plutôt cher par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, évidemment. Voilà. Peut-être les 70, mais surtout la reprise qu'on attend pour 2025, notamment des pays émergents, pourrait porter le pétrole et au moins le maintenir sur ces niveaux-là. Donc tout ce qui va être pétrolier qui a quand même pas mal baissé, et énergie, on a l'uranium, on a les énergies renouvelables, on a beaucoup de choses. Ça pourrait bouger quand même en 2025, donc on suivra ça. Et on ne devrait pas avoir de grosses baisses, je pense, sur ce secteur, qui a bien profité quand même en 2024. On va regarder le gaz naturel, évidemment, avec la fin de quelques contrats du gaz russe, notamment exportateurs sur les pays européens. Donc ça fait monter un peu le prix du gaz, notamment celui de Norvège, entre autres. Mais le gaz qui est énormément demandé, parce que notamment il est assez peu... son impact environnemental est moins faible que le pétrole. Donc dans une recherche d'énergie décarbonée, le gaz revient bien et a une grosse demande au niveau mondial. Il a également beaucoup baissé. On a la guerre en Ukraine ici, l'explosion du prix du gaz, et puis après la chute pour un prix qui est vraiment très faible ces derniers temps. Et on a une reprise, on le verra avec GTT également. Donc ça peut être pas mal Alors, on est venu techniquement, on en avait parlé fin d'année dernière, revenu sur les 4,10 sur le prix du gaz. Certainement un peu de construction, c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Mais pour jouer le moyen long terme, oui, peut-être la reprise sur des valeurs comme GTT, comme Ruby, peuvent être intéressantes, je pense. Maintenant, à court terme, on va certainement construire. Et on verra, mais il y a des chances de revenir au-delà des 4 ou des 4,2, mais dans une optique de temps peut-être un peu plus longue, parce que là, on a fait un gros breakout, on va faire le pullback, on va faire la construction, et puis le retournement, il va prendre certainement pas mal de mois, je pense.
2 semaines, ça serait un peu court. Au niveau de l'or, RAS, on est toujours en construction, en consolidation sur l'or. Moi, je suis toujours haussier hein, pour 2025, donc l'objectif est toujours le même ici. On le voit courant janvier, peut-être la fin de la conso et le redémarrage sur l'or. A priori, on n'a pas de négatif. Hein. On a toujours les États notamment qui achètent beaucoup d'or. Donc, les minières, on espère que les minières remontent parce qu'elles n'ont pas profité assez de l'envolée de l'or sur beaucoup de minières. Donc on va jouer plutôt ça, je pense, le rattrapage des minières or en 2025. L'argent, c'est pareil, il est en train de consolider sur des niveaux pivots avec notamment les 28 dollars ici qui servent de support. On le voit, c'est l'oblique verte. Donc plutôt une réaction attendue sur l'argent. C'est ce qu'il a fait hein, ces 10 derniers jours. Et l'uranium, un peu moins bien l'uranium. On avait fait cette petite phase de congestion sur l'uranium. Donc pour l'instant, on est un peu sur le bas. On pourra même revenir hein, ici avec encore une perte de près de 3-4%. Ce ne serait pas inquiétant. Mais dans l'optique long terme, on est toujours favorable à l'uranium. Il y a beaucoup de nouvelles centrales hein, et de construction de centrales nucléaires notamment qui ont besoin d'avoir beaucoup d'énergie dans leur pays, que ce soit en France, en Chine, aux États-Unis, en Corée. Donc l'uranium devrait avoir une forte demande ces prochaines années et en 2025. Donc le prix de l'uranium devrait continuer d'être tiré vers le haut. Voilà, on va regarder, avant de faire les indices, le CAC et les actions, pas mal de choses aujourd'hui à voir. Juste un petit point sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de consolider aussi. Alors une réaction aujourd'hui, est-ce que ça va suffire? On est toujours haussier moyen long terme sur le Bitcoin. Moi j'aimerais bien le choper par là quand même, proche des 80 000. Donc dans une optique long terme, on pourra déjà investir maintenant ou en DCA. Maintenant dans une optique court terme, je pense qu'il y a encore un potentiel de vente et de consolidation sur le Bitcoin qui peut casser les 88 et nous offrir comme ça une porte d'entrée intéressante, court terme beaucoup plus favorable. On le voit au niveau des indicateurs, notamment la MACD. On est à peine revenu sur la ligne des zéros avec une très longue consolidation. On était monté assez haut. Ça me semble un peu rapide. Alors c'est pas impossible qu'il revienne déjà, mais moi j'aimerais bien quand même le revoir un peu plus bas, éventuellement épaule tête épaule ici avec l'épaule sur les 99, la tête sur les 108, une nouvelle épaule ici sur les 99 et une cassure vers le bas qui nous amènerait enfin vers cette zone là. Donc c'est ça qu'on va attendre, pas se précipiter. Et puis les autres valeurs en relation avec le Bitcoin, hein, évidemment, qui vont suivre le mouvement avec des intensités plus ou moins différentes, mais le mouvement sera le même. Au niveau des indices, quelques chiffres aujourd'hui, on a eu les PMI en Chine manufacturiers. C'est revenu, alors moyen 50.5, on était à 51.5, donc on a perdu, mais on est toujours en légère expansion sur le manufacturier en Chine. Donc, pas super, mais pas catastrophique non plus. C'est plutôt à voir ces prochaines semaines. Par contre, en France, en Europe, en Italie, en Allemagne, c'est mauvais. Hein, 41.9 en France. On est sur les 46, 42, 45 en Europe, en Allemagne, etc. 47 en Grande-Bretagne. Donc, on sait que le manufacturier a beaucoup de mal. Et aux États-Unis, on est revenu à 49.4. Donc, on est à la limite. On est un peu dégradé, mais on voit que les États-Unis sont toujours largement favorables au niveau de leur économie, notamment sur le manufacturier. Donc, même si on était à 49.7, on est quand même plutôt dans un ralentissement très faible hein, sur l'économie américaine, toujours porté notamment par les services et les techs américaines. On regarde notamment alors en Chine. Aujourd'hui, on a une petite baisse hein, sur les Chines, notamment due au PMI. Rien d'alarmant, je pense, hein, sur
Sur le CSI 300, le Dow Jones Shanghai, c'est pareil, on a une petite baisse, mais on attend les signaux de reprise. On n'a pas vraiment de catalyseur très fort, hein, et puis avec la prise de Trump, on va pricer peut-être un peu plus vers le bas en attendant des bonnes nouvelles, mais pour l'instant avec les droits de douane qui vont être augmentés, ça va nous mettre plutôt la Chine en attente tant qu'on n'a pas de grosses reprises sur le marché chinois. On va voir le CAC 40, on va pas faire les marchés américains aujourd'hui. Plutôt pas mal le CAC 40 parce qu'on a fait une mèche basse, on revient, on finit en positif finalement, alors pas grand chose, hein, plus 0,18, mais le rallye de Noël, le rallye de fin d'année qu'on n'a pas tellement eu finalement, on devrait pouvoir aller construire par là, hein, au-delà des 7005 probablement ces prochaines semaines, d'autant que les États-Unis, les US sont un peu verts là, aujourd'hui. Les techs sont pas mal, donc et puis les résultats, hein, qui vont arriver sur les fins d'année vont nous donner quand même avec des décalages par rapport à l'année dernière qui n'étaient pas forcément exceptionnels. Ça devrait nous donner des bons chiffres, donc toujours plutôt favorable sur l'indice. Et on va voir les principales valeurs du CAC, à savoir. Alors Airbus, oui, avec les problèmes de Boeing, hein, on a vu l'avion qui s'est écrasé en Corée, je crois, qui était encore un Boeing. Donc ça va faire encore pas mal de place pour Airbus qui devrait récupérer quelques commandes, même si le carnet de commandes est déjà plein. Et le problème pour commander des avions, c'est le temps d'attente. Parce qu'on est sur une liste d'attente et que ça met énormément de temps. Donc éventuellement, il y a une partie qui vont pas vouloir attendre trop et se replacer sur Boeing, mais le fait quand même qu'on ait pas mal de soucis techniques, ça va profiter à la concurrence et ça va profiter à Airbus notamment. Donc on a la confirmation, hein, déjà Airbus qui était bien revenu depuis fin novembre. Techniquement c'est toujours haussier, plutôt une valeur défensive on va dire, mais ça reste positif pour 2025. Total, on l'a vu avec le Brent, hein, le retour du Brent qui a cassé un petit peu sa congestion, et puis la demande sans exploser mais qui reste soutenue. Et on avait parlé en fin d'année, casser enfin cette moyenne à 20 jours, c'est les petits pointillés turquoise ici. On l'avait cassé le 31. On confirme aujourd'hui, on a pas mal de valeurs aussi, pétrole, hein, Morel et Prom qui a bien fonctionné. Pas mal de valeurs pétrole qui remontent. Alors, à ce stade, c'est du rebond technique, mais voir la force du rebond. On a eu pas mal de volume aujourd'hui. Sur Total, on voit c'est des volumes corrects, semblables, même des fois supérieurs à ce qu'on a connu dans une semaine normale. Et on est dans la semaine du jour de l'an. Donc là, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de volume sur Total. On a eu les dividendes aussi. Pour ça, il faut que je remette tous mes graphes à jour. Donc, plutôt bien. Voir la force du rebond. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et ça signifie peut-être enfin la fin de la chute. Donc, pour ceux qui attendent Total encore plus bas, moi, je ne pense pas déjà. Hein, cette zone sous les 55 est plutôt largement intéressante. Et maintenant, on va essayer de revenir justement au-dessus des 55 et de construire pour enfin amener Total un peu plus haut. Donc, potentiellement fin de baisse avec cette belle réaction ces derniers jours sur Total. STM, j'en parle à chaque fois, mais c'est les mauvais élèves de la classe, faut éviter. Alors à moins qu'on ait des super bonnes nouvelles, mais déjà entre la France et l'Italie, parce que c'est une valeur qui est un peu binationale. L'entente est pas super, semi-conducteur avec la cyclicité et le fait aussi de ne pas être au top dans les produits. Donc on va chercher plutôt les leaders. Et STM, c'est pas le cas. Donc il y a pas mal de problèmes sur STM. Plutôt éviter. Un rattrapage est toujours possible, mais moi je suis pas fan de ces valeurs-là. Donc attention. Et Edenred, toujours plutôt intéressant, je pense, moyen long terme. Edenred, hein, éventuellement en DCA aussi, ça peut être pas mal. Les mauvaises nouvelles ont déjà été pricées dans le cours et la chute est terminée sur Edenred. Donc on va jouer le long terme et le retournement de la valeur, hein. Des valeurs aussi intéressantes comme Pluxee et Sodexo, mais Edenred qui est toujours au CAC a un potentiel de rebond intéressant du fait de la décote de quasiment
50%, hein, on était sur les 60, on est revenu sous les 30. Ça semble un peu excessif. Et l'action semble plutôt valoriser à un prix largement correct ici. On va regarder avant de voir quelques actions du portefeuille et les actions qu'on fait parler un peu d'elles aujourd'hui. Quelques actions dont on avait parlé en fin d'année dernière qui semblaient intéressantes. Alors il y en a pas mal qui ont bien fonctionné. Alors Eurubis qui sont toujours avec le cuivre. Le cuivre est toujours en stand-by, hein. Donc Eurubis repère un peu ce qu'elle a gagné, mais la dynamique et la tendance elle est plutôt favorable, hein, sur tout ce qui est cuivre et qui attend un peu la reprise de la Chine. Et même sans ça, on voit que le retournement il est quasiment acté, donc plutôt favorable sur Eurubis. Et les bonnes nouvelles seront achetées avec des chandeliers probablement comme ça à plus 5, plus 10 pour soutenir une croissance et une tendance dynamique en 2025. Donc toujours favorable sur Eurubis, même si à court terme, oui, depuis 2 semaines, on est légèrement baissier, mais on revient sur des niveaux bien travaillés qu'on fait réagir le titre. Interparfum, on est aussi avec le comblage de gap ici sur les 59, sur les 39, pardon. On y est revenu 2 fois, on est en train de rebondir, donc là aussi, la chute semblait sévère, hein, vu les chiffres plutôt largement favorables de vente d'Interparfum et notamment de Lacoste. Ça devrait aller vers le haut, donc c'est plutôt intéressant à acheter, notamment quand on a parlé, hein, près du support. Imerys qui fait pareil, hein, qui est en train de faire son rebond avec le pic de volume, on l'avait dit, ça se confirme, donc le rebond technique sur Imerys. Seb, là aussi c'est le moment d'acheter Seb, hein, avec une Chine qui pourrait repartir. Et le niveau à acheter sur Seb, il est là en bleu, hein, ou près des 83. À chaque fois, c'est racheté. On l'a vu sur des pics de volume ici en mai 2023, en juin 2023. On l'avait cassé en janvier 2023. C'est racheté en octobre 2023. On mèche dessus en août 2024. On revient dessus en décembre 2024. Et à chaque fois, c'est racheté. Donc, c'est le moment d'acheter si on veut jouer Seb et la reprise. On a également le marché nord-américain qui est pas mal sur les classes moyennes. Donc, Seb, hein, sur le petit électroménager et moyen électroménager, devrait aussi profiter d'une reprise de la Chine avec des gros chandeliers quand ils arriveront. Et en ce moment, on est un peu sur un point bas. Donc, c'est le moment, je pense, de s'investir sur Seb. Ici, on a une cassure, notamment ici sur les 85, 83, ou un peu en dessous. On partira, mais le ratio gain-risque est plutôt favorable. Maintenant, OP Mobility sur le secteur auto aussi est en train de consolider au-dessus de la moyenne à 200. Ça, on aime bien. On va faire le rebond technique. Et puis là, on accumule. Donc, à voir la réaction. On est un peu au niveau MACD pour jouer l'extra court terme. Mais sinon, un rebond peut être intéressant sur pas mal de valeurs du secteur auto. Ribber aussi, on en avait parlé. C'est une des rares françaises qui fonctionne bien dans le secteur semi, hein, par rapport à STM, justement, que j'aime pas trop. Ribber, alors petite valeur, mais petite valeur qui monte. On en avait parlé, je crois, ici sur les 2,6 ou 2,7 environ. Et elle est venue chercher ici sa résistance à 2,82. Elle l'a cassée, donc là aussi, elle donne des signaux positifs avec beaucoup de volume aujourd'hui. Confirmation, hein, qu'on aura certainement une belle tendance haussière sur Ribber, portée par Nvidia et autres. Parrot, pour moi, faut vendre maintenant. Parrot, hein, on a fait le plus haut. On est venu taper les 3,13, l'objectif. Donc attention. Viridien qui a bien fonctionné également aujourd'hui. Alors il y a toujours pas mal de VAD, hein, sur Viridien, qui est pas mal shorté. Donc si on l'a prise là, je pense qu'on peut quand même monter les stops parce qu'on est sur un niveau clé autour des 54,2 qui peut permettre des prises de bénéfices. À moyen terme, ça semble intéressant. J'aimerais quand même que la vente à découvert baisse un peu et se retire. Mais on a vu avec le secteur pétrolier qui monte, Viridien, on en a besoin, notamment sur les recherches sismiques. Donc ça peut être intéressant aussi de voir ce que va faire Viridien éventuellement. Le retour ici, moyenne à 200, échec novembre, cassure décembre. On fait le breakout, le pullback maintenant on l'attend et puis ce sera à racheter. Donc court terme peut-être attention, mais moyen long terme on achètera Viridien. C'est pas ça. On achètera Viridien sur ces niveaux-là, hein, les 43, 45, 50 par exemple. Si on a un retour, sont largement intéressants parce qu'on va peut-être faire un retournement intéressant sur une valeur là aussi
qui a été largement décoté, mais qui est en train de revenir et d'intéresser, on voit pas mal de monde, avec des petits pics de volume. Et puis Dada Nexus, sur la Chine, alors on revient juste sur un niveau pivot aussi, les 1,36 environ. Ça demande encore un peu de construction, mais on voit qu'on a bien réagi aujourd'hui. On est en train de réagir. La journée, est-ce qu'elle est finie, la journée sur Dada Nexus? Non, c'est au Nasdaq, donc on aura encore des volumes intéressants. Mais ça montre quand même que ça capitule pas et qu'on peut avoir un début de réaction sur les valeurs chinoises. Je voulais voir notamment sur le portefeuille, on a pas mal de valeurs intéressantes. On a Alibaba hein, sur la Chine. Moi, je suis toujours acheteur, je suis toujours au-dessus. Et je pense que ça va, dès qu'on aura des belles nouvelles sur la Chine, ça va repartir vers le haut et vers au-dessus des 100 et plus. Donc, Alibaba, c'est le Amazon chinois. Hein. C'est un peu le même destin. Et quand on voit ce qui est devenu Amazon, Alibaba, ça devrait performer aussi. Donc, c'est une grosse valeur qu'on avait tenté en 2024. J'avais fait un aller-retour. Et racheté fin 2024 également pour jouer la deuxième vague. Hein, et puis enfin la confirmation de 2025. Donc sur Alibaba, on le voit, c'est en train d'accumuler depuis la conso qu'on a eu entre octobre et décembre. On accumule gentiment au-dessus de la moyenne à 200. Et puis dès qu'on aura les news de la Chine probablement, ou les résultats trimestriels hein, sur le quatrième trimestre 2024 et annuel 2024, ça pourrait repartir et être acheté assez fort. Donc moi, c'est une des belles valeurs auxquelles je crois pour 2025. Dassault Aviation, on parlait du Losange. Peut-être une sortie de Losange. Alors, il n'est pas parfait. Mais on sait que tout ce qui est un peu guerre, défense pourrait repartir pas mal. Alors, on va surveiller aussi ce que va faire Trump, notamment au mois de janvier. Mais Dassault Aviation, elle n'a pas tant profité que ça hein, de l'effet un peu des ventes qui ont été plutôt augmentées sur pas mal de valeurs. On pense à Rheinmetall. Et pourtant, Dassault Aviation, ils ont fait des beaux chiffres aussi en 2024. Et on voit que le cours n'a pas explosé. Donc le retour ici, hein, avec cette phase d'accumulation, de consolidation, de rassemblement de toutes les moyennes et peut-être la sortie vers le haut ces 2-3 derniers jours, nous fait penser que, et le retour ici sur le plus bas de l'oblique, dans notre canal haussier, nous fait dire que on va voir un retour au-dessus des 210, 220 ces prochaines semaines sur Dassault Aviation. Donc là aussi, plutôt favorable. C'est le genre de valeur à acheter maintenant. Quand on voit ça, techniquement, en court terme, c'est un signal d'achat. GTT, le gaz qui est en train d'augmenter. Et GTT, un spécialiste du gaz et technique et transport, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, évidemment profite. Là aussi, leader de secteur, leader technologique, les cuves de méthanier et la technologie, ils sont les seuls à le faire. Ils ont aussi un carnet de commandes important, notamment en Asie-Pacifique et en Chine. Et alors là, c'est pas dire une valeur sûre, parce qu'il faut jamais dire ça, mais c'est quand même une belle valeur à avoir, hein, GTT. C'est là aussi pas trop valorisé à son niveau, je pense, parce que elle mériterait d'être même, alors le niveau de capitalisation est pas forcément énorme, mais peut-être se rapprocher hein, du CAC ou du SBF, enfin déjà dans le SBF, mais du CAC 60. Donc oui, sur GTT, elle n'a pas assez, elle n'est pas, je pense, valorisée comme elle devrait être, et avec une année 2025 un peu qui va être pas mal au niveau de l'énergie. Hein. On voit la demande en pétrole qui fléchit pas. On a les énergies renouvelables qui vont être énormément demandées, l'uranium aussi. Et finalement, hein, le soft landing qu'on a eu un peu sur l'économie et la baisse des taux devrait refaire partir un peu l'économie. Alors la question c'est quand? Est-ce que ce sera janvier? Est-ce que ce sera juillet? On ne sait pas trop, mais sur pas mal de valeurs comme ça qui sont aussi leaders de secteur,
Il n'y a pas trop pas hésiter. Donc sur GTT, on est toujours largement favorable. Et techniquement, on voit bien ici, hein, la moyenne à 200 qui est souvent rachetée, notamment depuis le mois de novembre, en décembre aussi. Et ça veut pas aller en dessous, ça va aller forcément au-delà, hein, sur GTT. Nexans, pas mal de volume également aujourd'hui sur Nexans. On est toujours en attente, un peu décevant, mais on ne baisse plus trop. Alors il y a eu une vente aujourd'hui, la cession d'Amercable à Amateur pour 280 millions d'euros. C'est notamment pour se recentrer sur leur cœur de métier qui est l'électrification. Là aussi, hein, on est largement favorable sur Nexans. Moi, je suis toujours en position. Et on vise une belle année 2025 avec notamment la reprise un peu de la construction et de la demande. Donc, on a cette valeur-là qui est en France. Et on a également en Italie un concurrent. Hop. C'est Prysmian. Donc, c'est un peu le même acteur que Nexans. Mais en Italie, on le voit, là aussi, il y a une petite consolidation. Et puis, on a déjà des réactions, hein, autour de la moyenne à 200. Alors, à voir si ça va être confirmé, mais on n'est pas loin de repartir avec un graphe qui semble un peu meilleur, hein, sur Prysmian. Mais je pense qu'on aura là aussi des destins plus ou moins identiques en 2025. Donc, plutôt favorable aussi sur les deux. Prysmian et Nexans, donc, dans l'électrification et les câbles, devrait bien performer. On surveillera, hein, la sortie notamment ici, techniquement c'est encore plus beau. Pour être au-dessus des 64, ce sera une belle cassure qui nous amènerait à un signal d'achat sur Prysmian. J'ai aussi une autre alerte, on va la faire tout de suite. Dans le papier notamment, c'est une action portugaise, The Navigator Comp, qui avait énormément monté, hein. On avait signalé ici en août 2023. Elle est montée jusqu'au mois de mai 2024. Ensuite, elle consolide. Et aujourd'hui, peut-être la fin de consolidation avec le retour ici sur le support. Ici, les 3,45, ça date de 2022. Et on voit, hein, ça a été souvent bien testé. Et ça a fait office, hein, de support. Alors, on l'a enfoncé de très peu, mais on a rebondi dessus. Et dernièrement, on le voit, hein, le support est acheté, le gros rebond. Et puis là, aujourd'hui, belle journée. On casse cet oblique et on se rapproche des moyennes à nouveau. Donc peut-être pour rejouer le futur, avec surtout ce pic de volume là qui est intéressant. Et souvent, le pic de volume, on le regarde, qu'est-ce qui se passe après? Donc là, on a un pic de volume le 20 décembre. Qu'est-ce qui se passe après? On fait que monter, on casse la moyenne à 20, à 50, à 100. On casse l'oblique. Ça sent plutôt bon, hein, pour The Navigator Comp. Donc, il y a un signal d'achat ici également. Et ça pourrait repartir bien en 2025. Donc, une valeur intéressante à prendre probablement dès demain à l'ouverture. Tesla, alors Tesla, ils ont donné leurs chiffres de vente, hein, sur le dernier trimestre et donc les chiffres de vente annuels. Moyen parce qu'ils ont vendu 1,79 million et on attendait 1 million 80 environ de livraison. Donc c'est un chiffre, hein, légèrement en baisse. Et surtout, comme d'habitude, quand on est très valorisé comme ça et qu'on a subi, hein, qu'on a eu une hausse très importante, très rapide, on pardonne moins. Et là, on n'a pas battu le consensus, hein, on est même en dessous, donc forcément ça vend. On était déjà en période un peu de conso. Moi j'étais baissier, hein, sur Tesla, j'en ai parlé depuis quelques semaines, plutôt une valeur à éviter, voire à shorter, parce que on est monté tellement haut. Le vrai prix de Tesla, il est peut-être ici, hein, autour des 313 ou des 350, et on s'en rapproche depuis ces derniers jours. On est à 380 environ. Donc le but, c'est d'attendre la fin de la vente, la fin des prises de bénéfices, les mauvaises nouvelles, et se replacer sur Tesla quand on aura une réaction avec les indicateurs beaucoup plus bas, notamment de la MACD, peut-être ici, hein.
On parle des 313, 350, mais là, en termes de jours, il faut attendre pas mal de chandeliers et la fin de conso. Donc à court terme, baissier toujours sur Tesla, hein. Et à moyen long terme, on sera éventuellement acheteur d'un rebond et de bonnes nouvelles avec le gouvernement Trump. L'uranium, on en a parlé tout à l'heure, avec cette phase un peu de baisse sur le prix de l'uranium, mais qui pourrait monter en 2025. Une réaction sur Uranium Royalty, notamment, hein, au Canada. Pourquoi c'est peut-être plus intéressant que là? Gros volume le 5 décembre. On a fait échec sur l'oblique. Là, on fait la même chose. Alors, c'est pas fermé, il y aura des volumes encore supérieurs, mais peut-être pas aussi importants que le 5 décembre. On fait pareil, on fait l'échec sur l'oblique, donc toujours en phase de consolidation. On n'a pas cassé cette zone-là. Pourquoi c'est peut-être plus intéressant? Parce que on casse l'oblique RSI, parce qu'on s'est déjà rapproché pas mal de fois des 30 et qu'on est dans une dynamique un peu plus positive. On casse les 50 également au niveau RSI, et puis au niveau de la MACD. On a eu l'inversion de tendance, notamment le 31 décembre. Là, on retrouve un bel histo vert et on est bien plus bas que la dernière fois. Donc, on sent que la consolidation arrive à son terme sur Uranium Royalty. Ce qu'on attend maintenant, c'est la confirmation court terme avec un chandelier qui casse ici et qui se maintient autour des 40, de 50 et ce sera acheté. Donc, demain, c'est ça qu'on veut voir. Parce que potentiellement, on a sur Uranium Royalty la continuation de la conso et du canal baissier. Donc là, on vient le tester, on confirme la pertinence de cette oblique, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle soit cassée et qu'on ait un signal d'achat en la cassant. En la cassant fortement, hein, pas comme on avait fait ici avec une mèche et on le voit en fin de journée, on est toujours en dessous. Ce qu'on veut, c'est un chandelier quasiment entier au-dessus, donc demain. Donc demain, à l'ouverture, être un peu au-dessus, et puis à la fermeture, confirmer cette zone-là. Et là, là, on se dit, on va accompagner le rebond technique, on va même se placer éventuellement pour le moyen terme. Il y aura peu de chances de revenir vers le bas si on a une cassure ici. Donc on surveille Uranium Royalty et éventuellement un achat à faire dès demain. Valourec, il y a toujours beaucoup de ventes à découvert sur Valourec. Sur l'aspect spéculatif qu'on peut jouer, là aussi il va falloir voir la Chine. Pourquoi? Parce que on a ArcelorMittal qui est au capital de Valourec, ce qui veut dire qu'il pourrait racheter Valourec et le sortir de la cote. Forcément, qui dit OPA dit explosion du cours, c'est-à-dire que pour racheter les actions, ArcelorMittal, ils vont pas les acheter à 16 euros, ils vont probablement les racheter avec une prime à, je sais pas, 17, 18, 20 euros, ça dépendra du moment. Mais pour ça, il leur faut de l'argent, il leur faut de la trésorerie, et il faut que leur action aussi soit plutôt bien orientée et qu'on ait des bons chiffres. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Que la Chine arrête de vendre de l'acier subventionné et à bas coût en Europe. Donc il faut une reprise du marché chinois pour que la Chine vende son acier aussi chez elle. Aux États-Unis éventuellement, avec les droits de douane, ça va toujours être un peu compliqué, mais surtout que le marché domestique chinois achète l'acier qu'elle produit. Donc le marché européen sera un peu délesté de cet afflux d'acier, ce qui permettra à ArcelorMittal de vendre plus, de faire plus de bénéfices, d'augmenter la trésorerie et d'avoir l'argent nécessaire pour faire une OPA sur Valourec. Donc c'est ça qu'on surveillera, l'explosion de la Chine, la bonne nouvelle pour Arcelor et également la bonne nouvelle pour Valourec qui pourrait se faire racheter. Et la vente à découvert également qui est toujours autour de 8% sur Valourec, c'est beaucoup. Ça a baissé très peu et c'est toujours présent, donc c'est finalement ça, et on le voit bien au niveau des investisseurs. On est un peu en attente de tout ça. Est-ce qu'on joue la reprise de la Chine? Est-ce qu'on joue un peu le tassement de l'économie? Pour l'instant, on est en attente, on le voit bien. Il ne se passe rien sur Valourec. Donc on ne va pas anticiper, on va attendre les bonnes nouvelles éventuellement se placer et les baisses de vente à découvert. Voltalia qui fait une belle réaction et qui va peut-être enfin sur le support qu'on a déjà enfoncé quelques fois sur les 7,15. C'est un support qui date, qui a été un petit peu enfoncé mais qui est en train de fonctionner. Et surtout la moyenne à 20 jours, techniquement en court terme, c'est une zone intéressante. Les petits pointillés turquoise ici qu'on avait cassé autour du
du 23 octobre. Donc depuis le 23 octobre, on est dessous. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse. À chaque fois qu'on revient dessus, c'est échec. Et là, boum, enfin on le casse en clôture le 31 décembre et on confirme aujourd'hui. Donc peut-être la fin de la baisse. On a également l'oblique ici sur les plus hauts qui a été cassé. Voltalia, ça a aussi un aspect opéable, parce que c'est une petite valeur dans le secteur de l'énergie. Donc les gros acteurs, notamment d'énergie renouvelable et d'électricité, vont chercher de la croissance externe en achetant des valeurs comme ça, qui ont un beau potentiel, qui ont une croissance intéressante, donc pour les intégrer à leur compte et en faire une filiale, donc racheter, donc faire une OPA avec un prix d'achat supérieur au prix du cours. Et c'était ce qu'avait fait Neoen. Neoen, il s'était fait racheter comme ça et Voltalia avait profité également de l'aspect spéculatif. Finalement, ce n'est pas eux qui ont été rachetés, mais ils sont toujours plutôt bien placés, plutôt intéressants et avec un prix assez bas qui est plus trop vendu, parce que dès qu'on revient sur les 7, 7,15, c'est racheté. On peut espérer cette zone-là, la zone d'accumulation avant le dossier spéculatif qui pourrait remonter. Et même sans ça, même sans cette OPA d'un gros acteur énergéticien, on a une valeur qui va être probablement assez demandée sur l'énergie, et notamment une énergie décarbonée. Donc Voltalia pourrait accumuler ici, revenir sur ses moyennes et casser surtout cette longue oblique, long terme, 2021, janvier-septembre, qui avait déjà été un peu cassé ici, également en fin 2023. Mais là, on revient et on voit que le cours a arrêté de chuter. Donc, ce qu'on attend ici, c'est l'accumulation et puis la cassure. Donc, plutôt favorable aussi. Et puis, on finit avec Vision Group. On avait parlé, évidemment, avec Walmart. C'était évidemment sous-valorisé avec ces attaques je crois que c'était Gotham, je crois, qui avait le fonds spéculatif accusé de fraude, mais depuis on avait eu les chiffres et il n'y avait pas de fraude sur Vision Group, qui multiplie les contrats à droite à gauche, et notamment avec Walmart, qui est un des géants. Walmart, c'est les supermarchés américains. Donc c'est eux qui fournissent les étiquettes électroniques qui permettent de mieux gérer les stocks et puis d'améliorer également les statistiques. Donc c'est quelque chose d'assez important pour les supermarchés et les hypermarchés. Ça leur permet de mieux gérer, de gagner plus d'argent. Donc Vision Group, ex-SES Imagotag, qui sont pas valorisés, on l'avait dit depuis pas mal de mois, à leur juste valeur. Ils valent certainement beaucoup plus que 200 euros. Donc on était ici pendant un moment sur les 130, 140. On a explosé avec le contrat de Walmart sur la plupart des magasins. Donc Walmart va les étendre à quasiment tous ces magasins, autour de 4000 ou 5000, je crois. Et donc on est revenu sur les plus hauts, les 173 qui avaient fait échec. On les a cassés, on est revenu dessus et aujourd'hui on rebondit. Donc toujours haussier sur Vision Group. Et les chiffres de Q4, quatrième trimestre 2024, devraient être très très bons et devraient confirmer la progression de Vision Group. Donc après, il faudra se poser la question quand vendre. Mais on avait parlé ici sur les 140, on est déjà on est à 30%. Pour moi, il y a encore un petit potentiel. J'aimerais bien aller taper les 200 avant de prendre une décision, mais à moyen terme, on aura certainement les chiffres de l'année qui seront très bons également. Et puis, est-ce qu'on a quelques valeurs abonnées? Oui, alors Evolution AB, j'en ai parlé, j'ai fait la vidéo hier ou avant-hier dessus. Vous connaissez mon avis. L'Oréal, c'est plutôt favorable moyen terme. Là aussi, on attend les nouvelles un peu de reprise du secteur du luxe et de la Chine, mais du fait de la décote et puis de la dégradation qui a été finalement pricée dans le cours, maintenant, il n'y a plus trop de vendeurs sur ces niveaux-là, L'Oréal. Donc, dans une optique moyen terme, ça s'achète. Je ne vois pas trop L'Oréal revenir casser les 315. Plutôt intéressant. Même si on n'est pas dans une tendance haussière. On n'a pas encore le signal qui fait que L'Oréal se replace. On l'aura certainement avec un gros chandelier, avec la reprise aussi chinoise ou nord-américaine. Mais pour l'instant, fin de baisse sur L'Oréal. Petite période de congestion.
Donc on surveille, mais pour moi, il y a plus de chances d'être haussier que l'inverse. Schneider Electric, pas mal d'échecs hein, sur les 247-250, mais phase aussi d'accumulation plutôt au-dessus du support. Et depuis un moment, on l'a cassé ici au mois de septembre. C'est toujours haussier Schneider avec aussi la reprise hein, sur les data centers. Elle gagne de plus en plus d'argent avec les data centers, donc les centres de données qui sont construits un peu partout et dont Nvidia, dont Amazon, dont les gros aussi ont besoin. Donc ça demande une gestion en énergie et une baisse des coûts en énergie que Schneider Electric propose et ils sont un peu leaders dans ce secteur. Donc oui, c'est très favorable sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, c'est neutre, il n'y a pas grand-chose. Mais on est acheteur évidemment sur Schneider. Société Générale. Alors il y a la BNP hein, qui a racheté des actifs de AXA notamment sur les actifs financiers et les produits en bourse notamment. Ça va leur permettre d'avoir des économies d'échelle intéressantes. Sur Société Générale, pas trop de news dernièrement. Mais j'aime bien le fait quand même qu'on soit ici sur des niveaux de résistance assez proches et finalement qu'on rentre pas trop. On le voit, l'échec, le dernier échec ici des 27 au mois de novembre, on n'a pas comblé le gap, on revient, on refrôle et là on perd rien du tout. Généralement c'est plutôt favorable, donc on pourrait avoir une cassure prochainement de Société Générale. Alors pas mettre une ligne énorme non plus parce que l'indice de confiance il est pas super favorable sur les bancaires, mais techniquement ça reste propre et ça se tente. Et Veolia, Veolia on l'avait dit aussi sur le support, hein, les 26,66, racheter, donc racheter, hein. Hop, faites-vous plaisir. Éventuellement on attend quoi? On attend ça. La cassure qui pourrait arriver demain ou lundi. Mais le rachat des 26,6 là nous met quand même un possible rebond. On est également bien bas niveau MACD, donc oui. Et puis ouais, Veolia avec les contrats qu'ils ont eu notamment, je crois que c'était en Arabie Saoudite, devrait aller performer aussi. Techniquement, c'est moyen parce que cassure de moyenne à 200, rebond technique en dessous. Maintenant, à court terme, on a cet achat qui peut se faire sur support. Donc on est entre deux, on va dire. Sur le court terme, ça s'achète. Sur le moyen terme, c'est légèrement baissier. Sur le long terme, il y a des objectifs quand même plutôt favorables. Donc ça reste une valeur à acheter tant qu'on tient les 26,66. En deçà, ça voudra dire quand même qu'il y a des alertes sur des contrats ou des chiffres qui seront inquiétants. Maintenant, si on achète maintenant et qu'on tient les 26, 26, 30, on peut rester et tenter le rebond. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs qui vous intéressent et les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.